commencé avec 500 euros et on a fait à peu près 15 000 euros sur notre premier drap. Chez nous, à la fondation, en vrai, même la personne la plus amatrice peut venir chez nous et développer sa collection. Que c'est le meilleur moyen. Des gens t'arnaquent en fait. Vu le jacquard, un jacquard français, ça coûtait genre 1000 euros le mètre. Qui achète ça? Vraiment? Pour faire quoi? Reviens sérieusement et puis après on verra parce que j'ai pas le temps pour toi. Bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, on va parler. Normalement, on était censé parler de la production en France, production de vêtements, et peut-être qu'on déviera un petit peu sur comment on a commencé et comment nous on a commencé à fabriquer en France justement. Et est-ce que peut-être on produit déjà à l'étranger ou est-ce qu'on va produire à l'étranger? Ce sera un peu la question qui tiendra en suspens tout au long de ce podcast. Non, pas du tout. Mais est-ce que déjà vous voulez qu'on commence par quelle question au sujet de la production en France? Ce serait intéressant déjà de raconter peut-être un peu notre histoire. Tu veux faire l'inverse plutôt? Ouais, Tu veux qu'on commence par où on a commencé et ensuite ouais, ce serait cool. parler de la production française? Mm. Écoute, vas-y, pourquoi pas, hein. Je commence. Ouais, qu'est-ce que tu aurais à dire toi sur nos débuts? C'est quoi qui... Comment t'expliquerais un petit peu? Bah nous déjà, il faut savoir que on s'est lancé, on sortait d'école tous ensemble et en fait, on était toujours passionnés par le milieu de la mode ou par l'entrepreneuriat. Tu fais quelle école? Moi, j'ai fait S-Mode, mais j'ai beaucoup parlé de cette école, donc je sais pas si c'est pertinent que tout le monde sache d'où je viens. T'as fait S-Mode Paris? Ouais. Il précise. Pour mieux cibler, tu sais, la zone. Les semaines de Pantin ou les semaines de... Ouais. Quelle spécialisation? Spécialisation luxe. Luxe? Ouais, avec des profs qui croyaient absolument pas en moi. Sympa. Mmh. Ok. Et je me faisais grave bully. Qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui regardent et qui viennent d'Esmod? Bah, écoutez le moins possible les profs Sympa. et suivez votre instinct. Ok. En tout cas, moi, ça m'a servi. Mais je pense que ça s'est un peu démocratisé. Parce qu'en fait, au début, les profs ou l'éducation, etc., des écoles de mode, ouais, en fait, ils étaient hyper fermés à l'idée que les étudiants créent leur marque, etc. Ok. Et j'ai l'impression que ça s'est beaucoup démocratisé. Maintenant, ils sont plus OK avec ça. Ouais, sûrement. Mais du coup, voilà. Ouais, toi en tout cas, c'est ce qui t'a donné un peu la niaque, quoi. Ouais, moi, je suis grave un esprit revanchard. Ok. Et du coup, bah, on a commencé, on sortait d'école tous les 3 et on avait aucune économie, rien. Un peu à la débrouillardise, c'est un peu notre mentalité qui nous guide, depuis le début, nous, cet esprit un peu débrouillardise et du coup, bah, quand on s'est lancé, on avait eu la bonne idée de faire des bijoux upcyclés et c'était Je crois que c'était pas venu de là de base, je crois, hein. Je crois qu'il y avait pas un moment où justement en fait vous revendiez des articles de Ouais. luxe et qu'au bout d'un moment bah, tu voyais qu'il y avait des artistes des articles qui étaient un peu trop défectueux, etc. Je te laisse. Ah oui, c'est vrai, quand déjà en école, on avait fait nos premiers pop-up. Ouais. On retravaillait, on retouchait les vieux vêtements, qu'on trouvait en brocante ou de notre famille et cetera. On les custom, en fait. On les customisait et on faisait des créations avec ça et du coup, bah, en fait Quoi? Je me souviens pas du tout que tu faisais ça. Bah, à moins que je me suis monté un film dans ma tête et que t'as raison. Si, si, grave. Ok. C'est pas ça qui me fait rire, moi. C'est quoi? Ah oui, 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 mais je suis pas sûr que ça s'entende. Mais c'est pas ce que tu faisais, non? Si, D'accord. c'est carrément ce que je faisais. Ok. Les vieux tailleurs et cetera, nous, on les retouchait parce qu'ils étaient abîmés et tout. Du coup, on retravaillait les épaules, on faisait crop, tout ça, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, on avait fait un premier pop-up un peu genre, upcycling vintage et en fait, sur ces tailleurs Chanel, il y avait des petits boutons en plus et du coup, avec ces boutons-là, on avait fait nos premiers bijoux et donc quand on a fait ce pop-up et tout le monde nous disait: «Ah mais c'est trop beau l'idée des bijoux, nanana». En fait, tout le monde nous avait motivés à nous lancer dedans.
Ouais, mais c'est pas quelque chose que vous vendiez ça de base? Non, de base, c'est pas quelque chose qu'on vendait. Ouais, c'est quelque chose que vous faisiez pour vous-même? Exactement. Ouais. Et tout le monde avait adoré le produit et tout le monde voulait en voulait un, tu vois. Bah, je me souviens parce que moi j'étais venu, à ce pop-up-là, Bah oui. mais je me souvenais pas que justement il y avait déjà, tu vois? Ouais, Les bijoux et cetera. si. Sur vous, mais pas en vente. Oui, sur nous, oui. Voilà, Pas en vente. c'est ça, On est bien d'accord là-dessus. c'est ça. Et si au cas où vous entendez un chien enragé, c'est complètement normal. Après je pense qu'on va pas l'entendre, hein. Réduction de bruit au maximum. C'est ça et OK et donc Et toi, t'as des souvenirs de ça ou? Oui, on était ensemble. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que t'avais ramené même le camion et qu'on était à 10 dans le camion. Enfin, c'est des souvenirs lointains, mais je me souviens. est-ce que tu veux continuer un petit peu ou alors, Du coup, on avait décidé, on avait tous eu la bonne idée d'en Mmh. faire un business avec ces bijoux. Mmh. Et je me souviens que, bah, on avait mis de côté 500 euros. Enfin, ça va être hyper long, mais je peux le raconter de comment on a fait ça. Non, ouais, bah, alors résume comme tu veux, hein. En vrai, bah, vous faisiez les livraisons, si? On devait commencer et tout. Bref, c'était pendant Covid, on avait fait des petits jobs à côté Exactement. pour ramasser un peu d'argent, pour acheter notre première matière première. Et de là, après, on a Et fait de notre là, premier drop. ouais. Mais en fait, ce qui était ouf, c'est que avant qu'on lance notre premier drop, donc 1 mois après qu'on a annoncé sur les réseaux qu'on lançait ce concept-là et tout, en fait, on avait fait, toute la journée, on passait à envoyer des mails à des influenceurs et il y a une petite influenceuse d'Angers, de niche, on va dire, qui avait accepté de se faire gifter et en fait, c'était à ce moment-là que, bah, quand elle nous a fait la pub et on a vu qu'on avait 5 000 connexions sur le site, on s'est dit: «Bon, c'est le bon moment de lancer le drop, quoi». Ouais, C'était incroyable. oui. Et du coup, bah, en vrai, moi, j'ai aucun tabou avec ça. Je peux dire qu'en vrai, on a commencé avec 500 euros et on a fait à peu près 15 000 € sur notre premier drop. Un tabou? Ouais, mais ça peut être tabou pour plein de gens. C'est vrai que c'est pas tabou entre nous. Après, je- t'as vu cette stratégie, elle a bien marché, c'est parce que genre, les étoiles étaient alignées, hein. Mmh. Ouais, c'était pendant Covid, tout le monde était chez soi. L'influenceuse a bien voulu faire de la pub, elle avait beaucoup d'abonnés, je crois, 500 000, quelque chose comme ça. 1,2 million, je crois. Après, est-ce qu'à cette époque sur Instagram, on montrait encore, vraiment tout ce qu'on faisait et tout et tout? À cette époque-là? Je me Non, souviens pas du plus. tout. Non? On Non. montrait un petit peu moins quand même? Ouais. Mmh. Montrer juste, bah, tu sais, des bijoux dans l'assiette, etc. Ouais, on montrait juste très bien nos produits, on Mm. répondait très vite C'est aux ça. aux trucs et tout, ouais. Et donc du coup, quand tu parles de déjà fabrication française, c'est à partir de quand que ça en est venu à se poser peut-être ces questions-là? Bah, quand on a commencé à faire des bijoux, on a très vite voulu se diversifier. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que notre premier concept après les bijoux, c'était des coussins et en fait, le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que, bah, il fallait du matériel pour, fabriquer, on va dire, que ce soit des machines à coudre et cetera et cetera et là, on travaillait nous, de base, c'était dans un petit atelier enfin, dans une petite chambre de bonne, de 35 m² et en fait, on manquait de place justement pour, pouvoir, fabriquer ces coussins et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le même immeuble, il y avait un appartement, un petit bureau à louer à l'étage d'au-dessus, et c'est là, on s'est dit: «Bah, let's go», genre, prendre notre premier petit atelier et commencer à essayer de fabriquer en France. Mais en fait, je pense que c'était des valeurs qui étaient déjà très importantes pour nous, mais le fait que ce soit aussi la période du Covid, nous, on n'avait aucune notion de la production étrangère. Enfin, on ne savait absolument pas comment faire, quoi. On connaissait les outils, le fait qu'il fallait une machine à coudre, des gens et tout, mais on ne savait pas que, il y avait besoin d'un minimum MOQ, tous ces termes-là, enfin, on les connaissait même pas, quoi. Je pense que même au-delà de ça, tous les concepts qu'on a mis en place, tu pouvais pas les délocaliser, tu devais les faire entièrement par toi-même, tu vois. Mmh. C'était du handmade, entre guillemets. Donc tu pouvais pas vraiment, genre, délocaliser ce concept-là, tu vois, d'upcycling, ça, c'est pas possible, genre. Mais c'est sûr, c'est bien. T'aurais pu le sous-traiter par d'autres gens et tout, mais à l'époque, c'était Covid et tu vois, il y avait personne, ouais. OK, ouais. Et sinon, ça a été quoi, concrètement, genre le process pour, en venir, à fabriquer, les pièces, directement, dans l'entreprise et cetera?
Enfin, comment ça s'est venu petit à petit? Parce que tu me dis que il y avait d'abord des coussins. Mhm. Après, des coussins, on va dire que c'est pas très compliqué. Mhm. Mais c'est à partir de quand où il y a vraiment eu peut-être des vêtements, des patrons? Tu vois? Bah, en fait, au début, on n'avait pas les moyens d'avoir une vraie main-d'œuvre. C'est-à-dire que du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'il y a des amis de notre promo, etc., qui venaient nous aider, ou même des personnes qu'on pouvait recruter dans notre auto-entreprise ou dans l'entreprise en tant que stagiaire, on va dire. Et en fait, c'était que des gens de notre classe, des gens qui cherchaient même un stage, qui n'arrivaient pas à valider leur diplôme s'ils faisaient pas le stage, et cetera. Donc en fait, on s'est formé une petite équipe de d'amis, et cetera, qui on était un genre de petit collectif déjà là. Et en fait, quand on a commencé à fabriquer des vêtements justement avec des étudiants, on s'est très, très vite rendu compte qu'il fallait devenir plus pro parce que la qualité, on la trouvait pas à notre hauteur. Mmh. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que, bah, on s'est renseigné, là, de trouver des couturières, mais on n'avait aucune expérience encore dans l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, moi, ma mère, elle m'a dit, à un moment, elle m'a dit qu'il y avait plein de femmes russes, ukrainiennes qui cherchaient du travail en tant que couturière, parce qu'elles parlaient pas la langue française et du coup, bah, qu'elle pouvait pas trouver du travail en France, tout simplement, en fait. Et du coup, on s'est dit: «Bah, ça serait cool, en fait, de donner du travail justement à ces femmes, ces réfugiés, ces dames qui cherchent du travail, qui ont des enfants», Mmh. enfin, c'était une cause qui était super noble et on trouvait ça trop cool, tu vois? C'est top ça. Pour Mmh. qui, genre, la barrière de la langue, genre, c'est un gros problème, Ouais, avec le français, du coup, bah, comme tu parles russe, c'est ça. tu peux parler avec elle, donc ça a facilité un peu le truc. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, nous, notre équipe, de couturières, pour moi, c'est les meilleures. Elles sont toutes, de la Russie, de l'Ukraine, de la Pologne. Enfin, Mmh. on a tellement en plus, elles travaillent tellement bien et cetera et je pense que c'est connu aussi dans le milieu de la mode, mais on a été très, très chanceux d'avoir ces dames-là qui sont avec nous parce que, bah, en fait, elles ont dès leur enfance, dans leur pays et cetera, on les éduque à avoir une qualité de luxe. Là où, par exemple, dans d'autres pays, on va les apprendre à faire de la fast fashion, que ce soit en Chine, et cetera, tu vois? C'est pas du tout les mêmes méthodes. Nous, que ce soit en Russie ou en Ukraine ou en Pologne, on nous apprend à avoir un savoir-faire. Mmh. Et du coup, bah, on se retrouve avec des dames qui sont hyper expérimentées, qui peuvent nous proposer des qualités de luxe. Et c'est comme ça que on s'est lancé réellement dans le vêtement. Et on s'est dit, bah, on peut proposer une qualité luxe à des prix abordables, en fait. C'est une stratégie de fou parce que ça n'existe pas en France en réalité. Mais elles ont encore la culture de la couture à l'école, je crois, hein. Je Mmh. suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il y a encore genre des classes où tu apprends à coudre et tu vois ce que je veux dire? On les dirige, je pense même à l'époque on les dirigeait grave vers là, genre là où, Ouais, c'est ça. dont en Europe ça se fait plus trop. Et vous, vous pensez personnellement que, il y a bah, par exemple, tu me dis ukrainien, polonais Mmh. et russe, Mmh. que c'est quand même des profils de personnes beaucoup plus, majoritairement plus qualifiés en couture que des Français? Ouais. OK. Pour moi, oui. Pour moi, oui, bah, comme Denis il a dit, en fait, le truc, c'est que nous, en tant que femmes, Mmh. dans ces pays-là, on n'avait pas eu le droit de faire beaucoup de métiers, en fait. Du coup, on était très vite réorientés vers des métiers, que ce soit comme la cuisine ou que ce soit comme la couture et cetera. OK. Et en fait, c'est comme si on avait ça dans nos gènes. Mmh. Du coup, bah, de mère en fille, on leur éduque. Tout le monde sait, toutes Ouais, les ouais, c'est femmes toute une savent culture, en fait. exactement. En fait, elles savent toutes coudre, quoi. Donc, chose qui a pas forcément. Je pense qu'il y avait ça à l'ancienne, à l'époque de C'est Coco Chanel, etc., qu'il y avait ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout cette culture-là en France. Donc, ce qui fait qu'on a un peu une longueur d'avance sur ce savoir-faire. OK, bah, c'est cool et donc du coup, en gros, pour résumer, c'est, avec un petit peu aussi ta mère qui t'a guidé par le fait de qu'elle connaissait des amies qui elles-mêmes étaient soit ukrainiennes ou soit russes ou quoi que ce soit, Ouais. qui cherchaient du travail parce que c'était très compliqué d'en trouver, parce qu'elle venait d'arriver en France il y a pas longtemps et C'est ça. cetera Ouais. et c'est à partir de là où vraiment il y a eu, une main-d'œuvre déjà qui était beaucoup plus qualifiée en couture et Exactement. cetera et juste avant ma prochaine question, c'est est-ce que tu enfin, est-ce que vous pensez du coup que sans, avoir rebondi sur une genre d'opportunité, le fait que, ben, en fait, il y a une culture qui, est reliée un petit peu aussi à la tienne étant donné que vous êtes d'origine russe aussi. Est-ce que, vous pensez que sans ça,
ça aurait été beaucoup plus compliqué de trouver, peut-être des personnes Je te laisse à recruter? Bah, en fait, à l'époque, je sais que c'est moi qui cherchais sur Pôle emploi, etc., des couturières, du coup. Le problème, c'est que la plupart des couturières qui parlent français, etc., elles sont déjà prises dans des grandes maisons de luxe, tu vois, genre les Hermès, enfin toutes les maisons de couture. Je pense pas que c'est pour de la production, c'est plus pour du modélisme ou un autre savoir-faire, tu vois. Mais la plupart qui parlaient français, elles étaient soit déjà recrutées, travaillaient déjà, ou soit alors elles demandaient un salaire beaucoup trop élevé à l'époque, tu vois, pour nous. Et les seuls qui étaient en gros disponibles encore, qui voulaient travailler à un salaire que nous on pouvait proposer, bah c'était justement les étrangères qui galéraient un peu à trouver du travail. OK. Et juste par un petit peu curiosité ou quoi que ce soit, à cette époque où, du coup, vous recherchez un petit peu, des couturières et tout, vous êtes déjà à fond un petit peu sur la bijouterie, c'est ça? Et donc du coup, si je comprends bien, il y avait quel chiffre à peu près par semaine qui était possible de faire avec la bijouterie et quel, chiffre qui était là un petit peu pour les couturières? Dans le sens, enfin, qu'est-ce qu'elles vendaient exactement à cette époque-là? Qu'est-ce qu'elles vendaient? Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était quoi un peu les compétences qu'elles devaient savoir? Je sais pas, tu vois? Bah en fait quand on s'est mis dans la couture, au début on Après les coussins, ouais, je parle, tu vois? je pense qu'on était vraiment dans la phase d'apprentissage, on expérimentait des choses, tu vois. On a commencé, je crois, avec des hoodies, des t-shirts, etc. Je me rappelle que même à l'époque, on galérait à faire un simple hoodie. Je sais pas si tu te rappelles. Mm. On galérait à faire un simple hoodie, genre les finitions, c'était pas ouf. Les tissus qu'on trouvait, pareil, en France, ils étaient pas incroyables. Je sais, il y avait des bobs aussi, des Ouais, des chapeaux. bobs. Vraiment, on expérimentait au début, genre, on faisait un peu de ci, un peu de ça. On reprenait un peu les savoirs de Célima, genre ses patrons, etc. On testait des choses. Et jusqu'au moment où je crois que jusqu'au moment où enfin, on a trouvé les bombers. On a voulu se mettre dans les bombers. C'est à ce moment-là, je crois que on s'est vraiment spécialisé sur les. Recycling déjà, parce qu'il y a des choses qu'on arrivait en termes de main-d'œuvre et du coût de production, etc., on pouvait pas proposer par exemple des trench. Mmh. Et pour nous, ça représentait l'identité de la marque et tout. Et du coup, nous, on recyclait justement aussi les trench vintage ou les vestes en jean vintage qu'on recyclait. C'est comme ça qu'en vrai qu'on a commencé, Mmh. après les coussins. Et en fait, après ça, bah, les trench et les vestes en jean, ça a toujours été à peu près vintage chez nous. Enfin, ça a Mais moi, toujours je été de parlais plus l'upcycling. de la partie fabrication. Ah oui, et la fabrication pure, oui, on a commencé avec des hoodies. Mmh. On a Mais en commencé fait, en parallèle, quand on vendait nos bijoux, etc., on réinvestissait un peu ouais. sur ce côté vêtements, qu'au début, on vendait pas très bien. Mmh. Et au fur et à mesure, on a réussi à faire la transition. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu chaotique. Bon, je pense on apprenait beaucoup aussi, tu vois. Mm. Même nos couturières, je me rappelle à l'époque, elles savaient juste coudre. Elles savaient pas forcément comment faire du patronage, comment refaire une pièce, etc. Tu vois, au début, elles savaient pas vraiment faire ça. Du coup, on essayait même eux de leur apprendre un peu comment ça, enfin, marche, le Ouais, comment modélisme, faire le etc. modélisme, etc. Ouais. Et ouais, au OK. début, ouais, c'était vraiment c'était à moitié des pièces simples, et de l'autre côté, on essayait tu vois, genre, OK. refaire des pièces un peu plus En compliquées fait, à notre goût. ouais. Donc en gros, En fait, en si gros, ouais. waouh! Non, en gros, vous avez un petit peu aussi, vous, appris sur le tas Oui. par, Ouais, oui, oui, nous, mais après, j'essaye un petit peu de poser des questions, d'organiser le truc et tout, mais au-delà de ça, on a réussi aussi à prendre le savoir qu'elles avaient aussi, que nous, on leur donne, notre, façon de Exactement. penser. De toute Exactement. façon, même si ça va pas marcher, c'est toujours mieux de tester, toujours mieux d'essayer. Parce que c'est vrai que des fois, que ce soit l'habitude ou la rigueur fait que, ben, C'est formateur. mentalement, c'est un peu compliqué de dépasser certaines limites. Mais OK. Et du coup, les premières fois où on a fait des vêtements, c'était, pour faire des hoodies, T-shirt. des t-shirts, des bobs. Mm. En gros, c'était ce truc-là, C'était quoi. ça, ouais, D'accord. Et exactement. après, il en est venu un petit des pièces plus compliquées, des Exact. bombers, des vestes en jean, et cetera. Et j'avais juste une question, c'était même, après avoir fait tout ça, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillerez, peut-être à des jeunes créateurs? Le fait de Comme ce qu'on avait fait avant, le fait de reprendre des pièces vintage, de les retravailler, d'essayer de changer quelque chose? Parce que c'est vrai qu'il y a certains trucs quand même
par exemple, que ce soit des trench ou des vestes en jean, par exemple, c'est vrai que ça se fait pas ultra rapidement, ultra, simplement. Moi, je dis un grand oui. En Mmh. fait, je pense que ce qui est compliqué dans l'upcycling, c'est le fait de l'industrialiser. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand tu commences à avoir une grosse clientèle ou vouloir vendre beaucoup, etc. Tu as un plafond de verre qui arrive très vite, en fait, avec l'upcycling. C'est ça qui est dommage. Mmh. Mais sinon, ce concept-là, le fait de reprendre du vieux et d'en faire du neuf, Mmh. bah, du coup, vraiment le concept d'upcycling, quoi, je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, ça te débloque déjà créativement parlant, parce que tu sais que quand tu as un vêtement en face de toi, c'est plus facile de le couper, d'essayer de le travailler, de mettre des épingles, enfin, Mmh. de tester ta créativité plutôt que bah, tu juste avec une feuille. Enfin, tu peux pas Ouais, travailler genre une coupe ou imagine tu veux faire un pli comme ça, bah, sur le vêtement, tu arrives plus facilement à le faire, quoi. OK. Et toi, tu répondrais quoi? Que ce serait une bonne idée, de reprendre des Bah, pièces vintage? moi, je pense que c'est une bonne idée. En vrai, je pense que il y a pas mieux. Mmh. Et je pense que tu es d'accord avec ça. Et j'aimerais savoir après ton avis aussi sur ça. Et je pense qu'en vrai, pour commencer, il n'y a pas mieux dans le sens où tu peux, si tu trouves un genre de concept avec des pièces vintage, tu vois, qu'on retrouve sur les plateformes de seconde main, ou même chez des grossistes de seconde main, enfin, comment ça s'appelle, des friperies, tu vois de quoi je parle? Oui, bien sûr. Si tu arrives à trouver un concept autour de ces pièces-là que tu peux retrouver plusieurs fois, etc., en fait, il n'y a pas mieux. Parce que du coup, ça t'enlève cet aspect production, des minimum quantités. En vrai, tout est déjà fait. Tu as juste à poser un peu ton concept sur le vêtement que tu as choisi et genre le mettre en vente, tu vois. Et t'es même pas obligé, entre guillemets, d'en prendre plusieurs. Tu prends ta pièce, imaginons, je sais pas moi, un t-shirt blanc vintage ou je sais pas, Ralph Lauren ou n'importe quoi, t'ajoutes ton truc dessus, tu le mets en vente et une fois que tu auras réussi à vendre, je sais pas, 10 pièces, tu rachètes 10 pièces Mmh. et ainsi de suite, tu vois. Genre, tu fais à la commande. Et en vrai, comme on en parlait la dernière fois, genre, ça, je trouve que c'est un peu un glitch, genre. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Vas-y, faut discuter. Non, moi, ce que j'en pense, c'est que, si ça tombe dans la direction de style que tu veux faire, c'est très bien, c'est un avantage, tu vois? Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'après ça te limite beaucoup en termes de pièces, étant donné que, bah, il y a parfois un truc, tu peux pas le retrouver exactement de la même manière ou alors, tu peux pas le retrouver dans la même couleur et ce qui fait que, bah, en fait, tes stocks, ils fluctuent et que, bah, tu pas forcément sûr que tu peux retrouver. Donc si ça se prête pas à tout le monde et ça se prête pas à toutes les créations. Mais sinon, si dans ton style, des vêtements que tu veux faire, c'est possible, c'est vrai que c'est un glitch. C'est vrai que c'en est un. Mais ça peut, au fur et à mesure, avoir, pas mal de problèmes, surtout si tu commences à justement, grossir. Et c'est ça aussi qui est un peu compliqué, c'est que, hem, c'est compliqué de dépasser un certain plafond avec ça. Mais au-delà de ça, oui, sinon c'est un glitch. Ben, même quand tu regardes des très grandes marques comme Commerce, Mmh. ils utilisent encore ce système-là, tu vois, acheter des vestons. Il n'y a pas mieux que d'acheter des jeans Levi's. C'est une très bonne qualité, tu vois, tu peux pas trouver mieux limite. Après le truc, c'est que je pense qu'ils les achètent neufs, donc je pense que du coup, c'est peut-être un peu plus facile de trouver, Ouais, non? mais en vrai, même que tu achètes neuf ou pas neuf, Ouais, enfin, ça change pas grand-chose, tu vois. Et ouais, il y en a, le marché est rempli de ça, tu vois. c'est vrai. Et t'achètes ça, t'aposes tes petites croix, tes petits trucs dessus, Mmh. et tu le revends, tu vois. Ils le Ouais, font c'est toujours vrai. encore, alors ils se font des millions, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Si eux y arrivent, pourquoi, genre, Mmh. des plus petits y arrivent? Non, ouais, c'est sûr. C'est vrai que l'exemple Cromert, c'est, l'un des meilleurs exemples en vrai, parce que bon, on va dire que ils sont un peu au top, de la mode, ils Denim Tears aussi faisaient ça, je sais pas Mmh. s'ils le font toujours. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple. Et OK, et donc du coup, avec que ce soit les hoodies, les trench, les vestes et cetera, est-ce que ce serait bien peut-être d'expliquer, le processus de fabrication peut-être d'un vêtement? Mhm, Si je te prends par exemple, un trench, mhm. OK? C'est quoi exactement les étapes par lesquelles il passe? Il a besoin de qui pour savoir faire ça? Il a besoin de quelle autre personne pour, peut-être l'assembler? Je sais pas. S'il y aurait peut-être un genre de process, à En expliquer, France, tu vois? en France, Ouais, du coup, si tu veux le si faire tu viens à la fondation et que tu veux créer un trench. bah, tu peux l'expliquer comme ça ou alors tu peux l'expliquer vraiment,
Ouais, comment il doit se faire et tu dois faire appel à qui pour faire ça? Tu dois faire appel à qui pour devoir faire ça? Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Ok. T'as aucune connaissance. Bah Ouais. déjà, tu as ton dessin. Par du principe que tu as dessiné ton trench, tu sais exactement le modèle que tu veux. D'accord. Pour moi, la première étape à faire, c'est le sourcing. Mhm. C'est-à-dire que bah, il faut que tu trouves la matière dans laquelle tu veux faire ton trench, les plusieurs matières, s'il y a des détails, etc., etc. La matière pour la doublure. Enfin, vraiment, essayer de trouver vraiment toutes les matières, quoi. Justement, est-ce que par exemple, tu as vu, il y a beaucoup de gens qui viennent Mmh, avec des dessins qui peuvent être plus ou moins complets. Mhm. Est-ce que, par exemple, toi, quelqu'un qui vient et qui dit: «Regarde, cette photo de ce trench-là, par exemple, le haut, c'est ce que je veux. Regarde l'autre ici, le bas, c'est comme ça que je veux qu'il tombe. C'est possible. Par exemple, là, regarde la photo de lui, les poignets, je veux que ce soit construit comme ça. Regarde la photo de ce trench-là ou de cette veste-là, je préfère qu'il ait ce col-là». Est-ce que, genre, c'est important d'avoir un dessin directement fait ou alors, ouais, un genre de dessin technique, ou alors c'est pareil En fait, ou pour tu moi, vois? De construire le truc un peu avec plusieurs images. bah, pour moi, le mieux, c'est d'avoir une fiche technique avec un dessin technique où tu montres le dessin de enfin, de ton trench, comment il est. Mmh. Et moi, ce que je demande en général, c'est enfin, de me donner des zooms, des détails de tous les éléments que tu veux mettre dessus. Parce il va pas dessiner parfaitement la patte qu'il veut mettre sur le trench. Enfin, tu vois, une patte, ça reste une patte. Un rabat de colle, ça reste un rabat de colle, ça reste un rabat de colle. Enfin, Donc moi, je demande des zooms, des détails de ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, tu vois. OK, mais donc entre guillemets, si c'est quelqu'un qui est pas professionnel, c'est pas vraiment sa spécialité de faire des dessins sur des pièces et cetera. Est-ce que c'est judicieux qu'ils ramènent un dessin? Regarde, j'ai fait comme fallait faire comme le dessin, ou alors c'est mieux que justement ils se remettent un peu en question et dire, bah tu vois, moi je voulais un truc comme ça, je voulais une poignée comme ça, je voulais. Largement faisable. Non mais est-ce que c'est même limite mieux parce que en fait si tu suis le dessin parfois, bah tu peux te tromper parce qu'en fait il a fait quelque chose qu'il voulait pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Après, tu dis qu'il y a forcément besoin d'un dessin technique, mais nous, on a déjà créé des pièces pour des gens qui savaient même pas Moi, dessiner, tu vois ce que je moi, veux je dire? dis, c'est le mieux. Le mieux, c'est d'avoir un dessin technique parce qu'on peut comprendre les proportions sur le dessin technique. On capte un petit peu comment le vêtement est fait, quoi. D'accord. Mais après, surtout si c'est du basique, en vrai de vrai, Non, là on parle d'un trench. un trench, bah, en vrai, oui, en vrai, tu peux faire sans. Dans tous les cas, oui, tu peux faire sans. Hmm. Je ne pense pas que les autres te diront ça, mais en tout cas, moi, je dis oui, tu Oui, mais vois. en tout cas, chez nous, à la fondation, juste parce que là, on mélange deux sujets. Chez nous, à la fondation, en vrai, même la personne la plus amatrice peut venir peut venir chez nous et développer sa collection. C'est ça que je veux dire. Ouais, bien sûr. Même avec des dessins faits à la main même sur Paint en soi, on saurait comment lui faire sa pièce. Mais toi, en gros, pour revenir au sujet, tu dirais qu'il faut commencer avec un dessin technique d'une pièce, Mm. ensuite faire le sourcing, c'est ça? Ouais, ensuite faire le sourcing. Moi, en général, on me dit qu'il faut travailler avec de la toile, mais le mieux, c'est d'avoir quand même déjà une matière de base, parce que imagine, tu prends ta matière idéale et que cette matière, à la fin, elle tombe mal. Dans tous les cas, tu vas devoir le refaire, tu vois. Mhm. Donc, on conseille souvent de prendre de la toile pour faire des essais et tout, mais ouais. C'est pas quelque chose. Dans le sujet. C'est pas quelque chose de. Moi, je pense pas que c'est nécessaire. Des fois, c'est des choses basiques ou que tu prends trop de temps à trouver ta matière et que tu galères et tout, oui, ramène-moi de la toile. Mhm. Enfin, on va pas attendre 3 semaines pour que tu me trouves ta matière, tu vois. Ok, donc en Mais gros, peu importe la matière, en vrai, tu peux commencer déjà aussi, en vrai. Il y a tellement de facteurs, c'est compliqué à. En fait, moi, j'aurais jamais mis le truc de sourcing en premier, hein. En vrai, genre, déjà, la première étape pour moi, je dirais que c'est, comme tu as dit, genre dessiner la pièce, ensuite peut-être genre le patronage, ouais. Mm. Et genre peut-être après, genre directement faire sur. Bah, en fait, oui et non, parce que, en gros, quand je dis sourcing, je vais pousser encore plus, c'est d'avoir juste des petits échantillons, déjà, pour commencer, Mhm. de tes matières. Parce que si tu viens, par exemple, avec une matière qui peut pas forcément se coudre facilement, Mhm. enfin, tu vois, tu peux être bloqué. Ok. Et Le là, mieux, c'est d'avoir quand même un échantillon, quelque chose qui montre, ok, cette matière, j'aimerais faire un trench avec cette matière-là, tu vois.
Et là, je vais pousser peut-être le vice un peu plus loin, mais c'est, par exemple, pour aussi, tu sais, genre, qu'on puisse voir les différents métiers qui travaillent sur, toutes les différentes, parties du process de fabrication, tu vois? Donc par exemple, tu m'as dit: «Bon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dise: "Bon, voici mon dessin, voici ce que j'ai pu en faire", OK. S'il a réussi à bien faire un dossier technique et cetera, c'est super. Sinon, bah, du coup, il fait appel à quelqu'un d'autre qui le fait C'est ça. ou que ce soit nous qui pouvons le faire, mais suivant un petit peu ses directions. Ensuite, donc du coup, pour toi, du coup, il faut, quelqu'un qui source, la matière première, C'est ça, qui source le tissu c'est et ça. par exemple, si je te dis, est-ce qu'une couturière, tu penses Non, qu'elle serait capable de sourcer non, une non, non. matière? Quelqu'un qui est hyper calé en sourcing, Mmh. parce que si tu connais pas les matières, tu connais pas le toucher, ça sert à rien. Ouais. On a fait l'expérience, ouais, tu connais pas tes fournisseurs, enfin, c'est hyper galère en réalité. Mmh. Parce que ça nous est déjà arrivé qu'on se retrouve acheter des mètres de tissu, etc. Mmh. Et en fait, bah, du coup, bah, le client, il se sent embêté parce que la matière, c'est pas du tout ce qu'il voulait, quoi. Mmh. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est sûr. OK, donc du coup, tu te retrouves avec une matière, à prendre, à ta charge et C'est puis, ça, remplacer la matière. c'est ça. Ouais, ouais, c'est sûr et et donc du coup, si je comprends bien, donc il y a une autre personne qui s'occupe du sourcing ou quoi Mmh, que ce soit exactement. et une fois qu'il a trouvé ouais? Ouais. Non, bah, vas-y, si tu avais quelque chose à Oui, il y a pour le sourcing, c'est pas qu'une personne qui s'occupe du sourcing. Soit genre, c'est une personne qui en France, en vrai, il y en a pas, hein, des gens qui connaissent tous les magasins ou acheter des mmh tissus. C'est soit genre, une personne qui connaît toutes les boutiques, soit toi-même tu connais, tous ces endroits-là, quoi. mh. Quelqu'un qui connaît, où se vendent tous On les pourrait tissus. dire, le métier que ça serait un acheteur spécialisé dans le textile, En quoi. France. Ouais. OK. OK et d'accord et donc ensuite, une fois que, tu as ce tissu-là, donc par exemple de la gabardine, s'il s'agit d'un trench, qu'est-ce que Mmh. tu fais? Dès que tu as la gabardine, après, tu passes à l'étape, de la construction. Mmh. Donc ça, c'est une modéliste qui va faire ça. D'accord. Elle va venir construire ton patron. C'est une première ébauche de ce que tu veux Mmh. et avec cette construction, elle va faire ton premier patron. En fait, la construction elle est très importante parce que, bah, en fait, c'est avec ça que tu pourras faire tes modifications si besoin. Parce que si tu fais juste le patron, c'est un casse-tête de devoir tout le temps refaire, les constructions, quoi. Alors que là, si tu as une construction, tu calques, tu fais ton premier patronage, Mmh. donc une modéliste Mmh. qui fait ton premier patronage et après, tu as des questions par rapport à ça? Non, non, bah, je voulais te demander, par exemple, quelqu'un qui, est-ce que généralement déjà les personnes qui s'occupent de la couture connaissent aussi un peu de modélisme? Non, en général, non. Nous, D'accord. on a une équipe spéciale, mais une couturière, c'est une couturière. Mmh. Heu, comment on les appelle? Les mécaniciennes, on va dire. Mmh. Et après, tu as les modélistes qui, elles, c'est 2 métiers complètement différents. OK, donc C'est déjà très il y a rare. Ça existe, mais c'est très rare. Mmh. Faut qu'elle soit formée sur le modélisme, ouais. OK. C'est comme par exemple la plupart des, mécaniciens couture, ils savent pas couper, genre. Mmh. Tu leur demandes donne quelque chose à couper, ils savent pas couper généralement, tu vois? OK. Donc partons du principe que du coup il y a un mécanicien, Mmh. OK? C'est-à-dire quelqu'un qui sait assembler des patrons et suivre une fiche technique, C'est ça, OK? Donc une fois que tu as ton tissu, que la modéliste fait la construction et cetera, c'est ça. du coup, donc on va dire que c'est la modéliste qui fait la coupe et Mmh. cetera. Pour ce cas-là, mais donc du coup, si c'est pas fait en série, ce sera quelqu'un d'autre. Mmh. Enfin, si c'est fait en série, ce sera quelqu'un d'autre et En général, la modéliste, elle coupe pas, hein. Il y a une coupeuse spéciale qui fait la coupe, mais ouais. ouais. C'est un autre Oui, non, mais c'est métier, pour ça. quoi. C'est pour ça que je dis ça. Pour l'échelle. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit ça dans le sens où, bah, si c'est quelque chose qui est fait en série, Mmh. bah, du coup, ce sera pas la modéliste qui va Oui, c'est couper, ce un sera autre c'est des gens ça. qui sont spécialisés dans la coupe. Exactement, exactement. OK et donc du coup, ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Donc quand tu coupes ton tissu avec ton patron, Mmh. là, ça vient l'étape de l'assemblage Mmh. et tu vas commencer à assembler ton vêtement. D'accord, Donc c'est la dernière étape, on va dire. d'accord. OK. Et en plus, dans l'assemblage, généralement, enfin, chez nous,
On fait pas ça, mais dans des vrais centres de production, enfin des maisons de production, etc. Tu vas avoir une mécanicienne surjeteuse, une mécanicienne pour Mmh. recouvreuse, couture, machine plate, bref. Et en vrai, il y a tellement de métiers derrière pour la prod, genre. OK. Ouais, c'est OK. Donc forcément, dans ton sourcing, il fallait que tu prévois déjà aussi tout le matériel qui est lié à ça. c'est Sinon, ça. du coup, OK. Donc ça, on va dire que c'est le process un petit peu que tu peux répliquer sur tous les autres produits. Exactement. OK. Donc, bah, déjà, je pense que c'est bien que les gens puissent avoir un peu un aperçu, tu vois, d'un processus de création de vêtements et qui ça touche pas. Parce que, tu sais, je pense que ça nous est tous déjà arrivé, nous 3 en tout cas. C'est que, tu as vu quand tu t'intéresses au début, tu vois, genre à comment se fait une pièce, à Mmh. comment ça marche et cetera. Il y a un peu des zones de flou par Tellement. rapport au fait que: «Mais quel tissu je dois utiliser? Pourquoi personne, c'est quoi exactement?» Tu vois ce que je veux dire? Grave. Ou même, du coup, est-ce que c'est au même endroit où, par exemple, on fait les boutons et l'autre chose, là, on va faire la couture? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est un peu compliqué, mais comme ça, au moins, on a vu un peu un panel, des métiers qui sont raccordés à On va ça. dire le top 5 des métiers les plus importants pour, fabriquer un vêtement, quoi. C'est ça. Et OK. Mmh. Et pour aller un petit peu plus dans le cœur de la fabrication française, en France, vous, c'est quoi un peu votre état des lieux de la fabrication en France? Est-ce que vous vous dites, «Bon, on surfe un petit peu sur un héritage, qui est plus le cas», ou alors, «Non, en vrai, il y a». C'est intéressant d'avoir ton avis sur ce sujet, je pense. Ouais. Ouais. Bah, écoute, moi, en tout cas, je t'expose, peut-être différents exemples pour que tu puisses en faire le tien. Mais sinon, c'est quoi, vous direz un petit peu l'état des lieux de la fabrication française? Tu veux dire ou... Tu veux que je dise, moi? Vas-y, vas-y. Vas-y, commence. Moi, je pense que le savoir-faire dans la couture, en fait, il s'est perdu, ou du moins, il s'est monopolisé chez des grandes marques, tu vois. Mmh. Je pense qu'ils ont le monopole du savoir-faire et il n'est pas accessible en vrai. D'accord. Genre, il y a des centaines d'usines de fabrication en France, même en Île-de-France, etc. Et la plupart d'entre eux, ils ont un niveau genre même plus bas que qu'en Chine en réalité, si tu regardes bien, tu vois. Mmh. Peut-être qu'ils ont un niveau de qualité plus élevé dans le sens où ils font pas autant à la chaîne qu'en Chine. Mais en tout cas, genre, ils ont pas un savoir-faire très élevé. Genre, tu leur donnes un train, ils savent pas le faire. La plupart, ils savent pas le faire, tu vois. Mmh. Donc, je pense que globalement, en France, genre, le savoir-faire s'est perdu de ouf. Toutes les usines de fabrication ont fermé, genre, dans les années 2000, Mmh. entre les années 2000 et 2010, genre les dernières, tu vois. Mmh. Et, le seul, enfin, là où il y a un très bon savoir-faire, bah, ça va être chez les grandes marques de luxe, Mmh. mais pas accessible du coup. C'est eux qui ont le monopole et voilà, en vrai. OK. Genre, ça veut dire si tu veux faire fabriquer une pièce un peu compliquée, Mmh. soit tu dois aller contacter des couturières indépendantes et encore, je suis même pas sûr que toutes sauront faire ta pièce, dépend de la complicité. Ou soit alors, bah, tu vas devoir trouver des usines peut-être à l'étranger, Mmh. peut-être le faire toi-même, te débrouiller, tu vois. OK. Et toi, Célimac, ouais, tu un petit peu le même, Tellement d'accord. OK, Je suis bah, tellement d'accord avec ça et je me dis que en fait, c'est hyper dommage en réalité parce que en fait, souvent, même je vois et sur les vidéos et cetera, je sais pas si je vais m'éparpiller, mais souvent on dit: «Oui, il y a plus de culture en France, par rapport aux marques de vêtements, ça cartonne en UK, ça cartonne à Londres, nanana, nanana». En fait, déjà nous, de base, ça cartonne plus parce que ça n'existe plus en fait. mmh. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, genre, comment tu peux promouvoir une culture de la France si même pour aller acheter du tissu, au Sentier pour ceux qui connaissent, c'est galère? Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ils t'allument sur les prix sont aberrants, enfin, surtout quand ils savent que tu es un jeune créateur. Du coup, bah, tu aucune envie quand tu es créateur français de ça te coûte trop cher, en fait. Ouais. C'est ça qui est relou aussi. Moi, pour répondre à ce que tu as dit, je suis pas totalement d'accord avec toi. Dans le sens où, tu as vu quand tu dis, par exemple, ouais, ça cartonne au UK, ça cartonne aux Mmh. États-Unis, mais en fait, déjà, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de production Je trouve qu'il y a pas de rapport.
Non, en fait, je pense que les gens que tu dis qui cartonnent, Mhm. c'est pas des gens qui peut-être font fabriquer là-bas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il y a peut-être un truc, ouais, il y a peut-être une nuance à faire, tu vois. Mais au-delà de ça, sur la question, je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que le côté industriel de la couture, du moins, bah, en France, c'est un peu mort. Et mais au-delà de ça, je pense que oui, il reste quand même peut-être des talents qui sont encore là, mais je pense que ça se perd de plus en plus et que je pense que déjà plus tu prends de l'âge et moins tu vas faire aussi des trucs un peu à la chaîne, machin, machin, tu vois? Et bah, c'est vrai que c'est un truc qui reste quand même compliqué, quoi. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. On rentre dans un... En fait, on rentre dans un mood C'est ça, très intimiste. En plus, on approche vers la fin du podcast, mais sympa. on rentre dans un mood intimiste. Je pense qu'il faudrait un petit peu commencer à faire des petits croustilles. Ouais, mais ouais. Attends, il avait pas fini encore. Attends, on y va, on y vient, on y vient. Mais ouais, non, non, je disais que c'est sûr que sur cet aspect-là, c'est très compliqué. Mais moi, en fait, personnellement, en fait, je pense que, en fait, à l'ère maintenant où l'information va extrêmement vite, tu vois, genre, je pense que il est beaucoup, en fait, les choses vont très vite maintenant. Donc, il va falloir que tu ailles très vite aussi. Vous voyez? Ça va? OK. Ouais. Donc, en gros, il faut que aussi les jeunes et nous-mêmes et tout le monde aille très vite, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que la création, il faut pas l'externaliser. Dans le sens où je préfère avoir une couturière chez moi et connaître un modéliste pas loin et mais payer 2 fois plus cher tout plutôt que de le faire à l'étranger, mais histoire que je puisse au moins, je sais pas, j'imagine une pièce aujourd'hui, que ce soit demain ou après-demain, je puisse l'avoir, tu vois, pour essayer aussi de tester dans le marché qu'est-ce qu'elle vaut et de pas forcément miser, tu vois, un truc pour dire ok, je vais prendre des minimums de cette pièce-là parce que ça, j'y crois beaucoup, tout ça. Donc, je pense quand même que c'est encore possible de faire ça en France, mais tu sais, d'avoir un petit réseau autour de toi qui essaye de, tu vois, de faire les pièces pour que tu ailles beaucoup plus vite et tout. Mais c'est vrai que ça commence à être un petit peu même de plus en plus dur de le faire, étant donné que eux maintenant commencent aussi à demander un minimum, tu Mm. vois, et que ben en fait ils comprennent que c'est très rare de trouver. Donc tu vois, et surtout que généralement les gens qu'il y a dans ce marché-là, ils sont plus trop jeunes, tu vois. Et ils ont pas forcément envie de parler avec toi. Ils ont envie que tu leur ramènes un truc découpé, déjà fait. Et si tu connais pas, c'est trop dur en Ouais, fait. si tu connais pas du tout, en fait, soit ils vont t'allumer, soit ils vont pas te calculer, hein. C'est ça. Parce que c'est vrai que déjà, il y en a très peu qui parlent d'autres langues que le français, tu vois. Après, il faut aussi que ça tombe sur la bonne période, parce que des fois, il y a des périodes où genre t'arrives, ils ont du travail pour toute la saison, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu tombes à la bonne période aussi, mais bref. C'est ça, ouais. Non, mais c'est surtout qu'il y en a aussi que, ils parlent pas forcément d'autres langues, donc par exemple l'anglais, mais peut-être que le français, vous allez pas très bien vous comprendre non plus, parce que peut-être que tu as des termes que lui, il connaît pas forcément, qu'il est Surtout qu'ils sont très vieille école, en fait. en fait, ils sont très vieille école et quand tu lui parles d'un truc, il va dire: «Mais de quoi tu parles? Ah oui, tu parles de la pâte, ça, OK, tu as appelé ça le milieu, oh», mais en fait, au bout d'un moment, en fait, c'est plus possible de s'y retrouver avec eux. T'es irrité alors que t'as même pas commencé le rendez-vous. Ouais, c'est ça. Et mais voilà, non, en fait, je tenais juste à dire aussi que je pense que c'est encore possible de le faire en France et de toute façon, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, tu vois? Mais même au-delà de nous, pourquoi on a voulu aussi développer ce truc-là? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait autour de nous un petit peu, mais qu'en fait, c'était presque impossible de travailler avec eux sereinement, dans le sens où, c'est difficile de se comprendre, qu'ils ont des agendas, c'est un peu, à qui va pouvoir arnaquer le plus, donc toi tu vas passer après et il y a pas vraiment c'est pas très professionnel en réalité. Voilà, donc déjà vous êtes d'accord un petit peu avec ça? Ouais. Ah, je pense qu'il doit exister des usines peut-être un peu plus loin qu'en Île-de-France, tu vois. Des trucs un peu plus pro, des vraies usines et tout, tu vois. Mais le problème de ces usines, on l'a bien vu, hein, t'écris sur Internet, je sais pas moi, usine de fabrication ou quoi que ce soit, tu peux tomber sur peut-être une dizaine même.
Et chez eux, par contre, faut prendre, il y a des minimums qui dépassent même les minimums que la Chine propose, tu vois. Des fois, il y a des choses c'est aberrant. Genre, t'arrives, tu veux commander, je sais pas, un tissu, c'est 10 000 mètres minimum. Donc, quel Ouais, monde, ouais, tu non, vois ce que c'est je veux dire? sûr, c'est ouais, Tu veux commander, je sais pas, moi, de la soie, tu veux commander du jacquard. La dernière fois, j'avais vu le jacquard, jacquard français, ça coûtait genre 1 000 € le mètre. Qui achète ça? Vraiment? Pour faire quoi? Pour aller où? C'est vrai, Clients, c'est un peu sûrement. compliqué. Mais non, mais je pense que même au-delà que ce soit fait pour des marques pour qu'ils puissent en faire beaucoup, je pense que c'est aussi destiné peut-être aux gens qui revendent eux-mêmes le tissu, qui sont grossistes de tissu, donc ils vendent que ça, tu vois. Et donc peut-être que ça peut s'écouler un peu plus rapidement. Et même, genre, je pense, dans la fabrication, il doit exister des vraies Oui, usines oui, oui. professionnelles, etc. Mais c'est trop cher. Ils sont là depuis trop longtemps et, genre, ils vont pas perdre de temps avec des petits créateurs, tu vois. Ah oui, non, mais un petit créateur qui vient, comme nous, par exemple, à la fondation, qui vient, qui veut faire 5 pièces d'un truc, il est pas trop sûr de matière, est-ce qu'on peut le conseiller? Ils vont te dire non, non, mais reviens sérieusement et puis après on verra parce que j'ai pas le temps pour toi. Ils ont des minimums de devis, c'est même pas des minimums de quantité, tu Ouais, vois. c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, j'avais deux choses à dire. En vrai, quand tu avais dit, genre, que la meilleure chose, c'est de, genre, d'avoir ta création, c'est ça que tu disais, hein, ta création ici en France. En vrai, je suis grave d'accord avec ça parce que même, genre, on a reçu des créateurs qui commencent à, genre, changer leur manière de faire, qui à l'époque faisaient comme tout le monde, faisaient leur tech pack, ils l'envoyaient à l'étranger, etc. Et le problème il y a plusieurs problèmes dans ça, c'est que, premièrement, toi qui n'es pas dans la mode, qui envoie des tech packs en pensant que tu viens de faire un truc sur Claude 3D ou je sais pas quoi, tu l'as modélisé, etc. Tu penses que ça va arriver comme sur ton dessin, mais genre, non, pas du tout, tu vois. Genre, eux là qui avaient fait leur bombers, je sais pas comment ils s'y sont pris, mais ils ont envoyé des photos, des patrons, et même je crois qu'une pièce même à une usine, elle est pas arrivée pareil, tu vois. Oui, c'est sûr, C'est ouais. ça le problème, c'est que tu envoies tes trucs, tu penses que ça va arriver comme tu le veux, même si genre c'est super détaillé, etc. Mais 3 mois plus tard, quand ta pièce elle revient, c'est pas la même flemme, tu vois ce que je veux dire? C'est Genre sûr. grave flemme, genre tu t'es en train t'as perdu limite 3 mois de ta vie à Mm. ce projet-là, tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu l'avais fait en France, peut-être tu vas payer un peu plus cher, tu vas contacter quelqu'un qui fait des patrons digitaux ou quelqu'un qui sait faire du patronage, du modélisme, tu vois? Un atelier qui va te faire même des retoucheurs, je suis sûr qu'ils peuvent te faire une première toile, tu vois? Petit à petit, tu vas payer peu cher, mais ça va arriver déjà, tu auras tes trucs, plus rapidement et tu pourras faire tes retouches et tu vois, avancer comme ça sur ta pièce finale, tu vois? Mhm. Et je trouve que ça, les créateurs qui optent pour cette technique-là, je trouve que c'est beaucoup plus malin, tu vois? Genre, aller plus dans ce sens-là. Moi, j'ai une créatrice là cette semaine qui est choquée parce que ça fait 6 mois qu'elle avait déjà préparé sa collection. Elle est partie l'emmener en prod à l'étranger, etc. Et en fait, elle a commencé en octobre. Ils lui ont envoyé des premières photos de pièces en février. Et en fait, mars, elle nous a contactés parce que c'était horrible. Tout ce qu'elle avait reçu, c'était qualité dégueulasse. Mm. C'est même en photo, ça se voyait que c'était pas ouf, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, elle est choquée parce que là, en 2 semaines, elle a toute sa collection qui est prête, alors qu'elle est là depuis octobre et c'est prêt. Et vous imaginez, ça fait déjà plus de 6 mois, quoi. C'est fou. Et Ça fait peur, mais en fait, j'ai Et même ça a l'impression. pas été validé du coup, finalement. du coup, ça a été validé. Donc, en fait, ils ont gagné. Eux, ça les a arrangés. Ils se sont fait un billet sur elle parce qu'elle va pas demander de rembourser. Et ils vont pas rembourser dans tous les cas. Ils se font un billet sur elle et elle doit tout recommencer à zéro. Enfin, c'est C'est sûr. aberrant, quoi. Après, tu sais, le marché de justement de vestimentaire, ce qui est fou, c'est que je trouve que, il ressemble un petit peu aussi au marché de la bijouterie, dans le sens où les gens déjà ne savent pas, quel coût, par exemple, le poids d'une bague, ça vaut combien exactement si c'est en or, le poids de l'or, c'est combien? Enfin, personne se fait le calcul, Ça, ça personne se dit: «Bon, combien ça coûte un moulage?» et cetera. Peut-être qu'ils se disent: «Bah, de toute façon, moi-même, je pourrais pas fabriquer cette bague, donc ça peut-être que ça coûte cher, du coup». Mmh. Mais en fait, il se trouve que, ben, il y a des choses qui coûtent pas forcément très cher, il y a des fois des choses qui prennent pas forcément beaucoup de temps et ce qui fait que, ben, en fait, tu es dans une spirale de l'incompréhension et ce qui fait que c'est le meilleur moyen pour que des gens t'arnaquent, en fait. Ouais, c'est ça. C'est même pas de l'incompréhension, c'est du manque de connaissances, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, ouais, c'est sûr et c'est pour ça que c'est vrai que c'est un marché compliqué pour quelqu'un qui rentre et qui a vraiment aucun aperçu de ça, tu vois? Et c'est pour ça que chez nous, à la fondation, c'est cool aussi qu'on dise, bah, tu vois, par exemple, quelqu'un
qui te fait, je sais pas moi, ça à ce prix-là, c'est pas un bon prix, tu vois? Par exemple, je sais pas, je te dis un truc comme ça, genre le jersey, avec ce poids-là, avec la couleur et qu'il est de cette longueur-là, c'est un peu trop cher. C'est pas les prix normaux, c'est pas les prix normaux, tu vois? Et je pense que c'est bien aussi d'éduquer, D'éduquer, grave. tu vois ce que je veux dire? Parce que combien de fois, moi, ça m'est arrivé de rien que d'aller au sentier et que, tu vois, tu Tu prends t'embrouilles tous les matins, oui. toi, hein. Non, 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 c'est pas que je m'embrouille, c'est que, en fait, je veux lui dire d'une certaine manière, écoute, je ne suis pas un amateur. Est-ce que ce serait possible que juste tu me donnes le prix Non, réel mais tu sais, de des cet fois, article, s'il te tellement plaît? comment tu dis aussi. Non, mais c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu les prends en flagrant délit, ben genre, ils se recroquevillent, ils sont un peu gênés et c'est limite fini, il changera pas son S'il te prix, tu plaît. vois. Dis-nous une anecdote, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, j'avais des milliers d'anecdotes sur ça. Non, mais la dernière fois, tu sais, t'étais allé chez un mec, là, Oui. sur une matière, je sais pas quoi. Ouais, lui que t'as traité de menteur. Ah oui, 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 oui. Non, en fait, si tu veux, déjà, je vais dans un truc hyper, bah, perdu, vers Paris et cetera et je viens dans l'entrepôt. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est, dans les magasins de tissus, en fait, il y a des fois, tu crois que c'est quelque chose de ah, ça a explosé ici, c'est pas possible. Il y a eu une explosion, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des témoins? Non, non, c'est le magasin de tissus, vous inquiétez pas, il y a pas de problème et ce qui fait que, bah, du coup, je suis arrivé en mode, parce qu'en fait, j'avais demandé juste à quelqu'un avant: «Ah oui, là-bas, ça coûte combien un peu ce truc-là?» parce qu'en fait, j'étais jamais allé et j'essaye de faire un peu des repérages comme ça des fois, tu vois? Et bref, j'y vais, il m'avait dit un prix et bref et je vais là-bas, je fais: «Ouais, je voudrais ça, voilà, on m'a dit que vous en aviez et tout». Il me dit: «Oui» et en gros, il me dit le double du prix quoi, tu vois? 2,5, enfin un truc abusé, tu vois? Et bref et je lui dis: «Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, c'est ce prix-là du coup, enfin, c'est le prix qu'on m'avait dit, c'est lui, c'est pas vrai», tu vois? Et il me dit: «Non, non, mais tu sais, moi c'est pas possible, je l'achète pas à ce prix-là» et moi je sais qu'en fait il achète en lot, tu vois? Donc je lui ai dit: «Non, mais ce tissu-là, tu ne l'as pas acheté directement, tu l'as acheté avec un ensemble de tissus, donc tu peux pas me dire que le c quel prix tu l'as acheté vu que tu l'as pas directement acheté ce tissu-là», tu vois? Donc ne me mens pas, tu vois? Et à ce moment-là, il a commencé à faire un scandale genre: «Ouais, tu me traites de menteur, c'est pas beau, moi personne ne m'a jamais traité de menteur», enfin bref, les vendeurs de tissus, quoi. Et ouais, non, bon, après, ça s'est bien fini. Je lui ai dit, enfin, ça s'est Tu es pas apaisé, quoi. menteur, toi. Voilà, je lui ai dit: «Oui, mais peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu t'es mal expliqué. Est-ce que tu peux me dire que au moment tu t'es trompé?» tout ça, bon, bref. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, tu peux te faire vraiment arnaquer, mais vraiment dans tous les sens, hein. Que ce soit, au mec qui te fait le dessin, que ce soit au mec qui te trouve du tissu, parce que ça se trouve, c'est du bon tissu, ça se trouve, c'est pas du bon tissu, ça se trouve, c'est pas le prix bon bien du tissu aussi. Et que ce soit, par exemple, je sais pas moi, allez, bon, que ce soit la couture ou le transfert ou tu vois, ou les trucs, les boutons, en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles tu peux te faire arnaquer et surtout si ça se passe à l'étranger, hein. Parce que si ça se passe à l'étranger, oui, oui, allô, oui, bien sûr, c'est fait. Mais peut-être qu'il te fait un raté, parce qu'il sait que tu vas peut-être en commander 2 ou 3 autres avant que tu sois saoulé, tu vois? Donc bon, il t'envoie un raté, après peut-être qu'il t'envoie le un qui ressemble un petit peu plus, comme ça tu te dis: «Ah, on y est presque», tu vois? Mais bon et c'est comme ça que, bah, il gagne du temps, il gagne de l'argent, quoi. De ouf. Mais ouais, donc du coup, En vrai, faut faire grave attention à ça. Et je pense que là, on est dans une ère en plus, peut-être on en parlera une prochaine fois, mais là, on est grave dans une ère où tout le monde veut se lancer dans le milieu de la mode, etc. Et, et je trouve que en vrai, en France, t'as énormément de pièges, mais il y en a encore plus à l'étranger, tu vois. Genre, je passe sur mon feed Insta, il y a que ça, des vidéos de gens qui te disent ouais, je viens de trouver l'usine d'un tel, de fabrication de Louis Vuitton, de ci, de ça. Et en fait, il y a des vidéos que sur ça. Et il te montre genre des vidéos, ils sont dans des usines où genre le mec lui explique en gros il y a minimum de quantité, genre zéro. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas allé vérifier, tu vois, mais j'y crois pas. C'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu des pièces genre qui coûtent que dalle, pour aucune minimum de quantité. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai l'impression c'est trop gros pour moi pour être vrai. Et du retour que j'ai eu de certaines personnes, genre, ça c'est jamais bon, tu vois? Ça marche jamais comme ça. Et
Et je pense qu'il y a encore plus d'erreurs à éviter à l'étranger, tu vois. Le pire, c'est que même, imaginons, tu passes comment chez ces gens-là, ils habitent à l'autre bout du monde, qu'est-ce que tu vas faire si, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Tu vas aller appliquer, tu vois. Mais ouais, on abordera peut-être ce sujet la prochaine fois, genre la prod à l'étranger, etc. Et voilà, vous voulez dire autre chose? Je crois que tu avais dit que tu voulais parler d'un truc un peu touchy ou je sais pas quoi. Non, je me suis dit, ce serait intéressant de parler, peut-être de faire un jeu. Oh là là. Oh là là, les jeux de film, vas-y. Allez. À peu près, dis à peu près à quoi ça ressemble. En fait, j'aimerais, par exemple, non, mais, vous voyez, nous, à la fondation, on a des petits surnoms sur tous les créateurs, etc. Et genre, j'aimerais qu'on se dise, par exemple, je vais vous dire qui est le plus créatif, qui vous pensez est le plus débrouillard. Qui est le plus. Ouais. Ok. Et du coup, vous devez juste me citer un nom chacun et comme ça va être fun, quoi. Genre, par exemple, je vais vous dire, dans la fondation de la mode, pour vous, c'est qui le créateur qui a le plus de talent? Et vous devez m'en citer un chacun, c'est parti. Le plus de talent. Ouais. Parmi les gens qui sont dans Parmi tous les la créateurs qu'on fondation. a à la fondation, ouais. Ah, qui a le plus de talent. Non, ils ont leur propre talent, hein. Enfin, ils sont tous talentueux. Ouais, ils sont tous quand même très différents, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Après, c'est vrai qu'elle a l'air d'être talentueuse, tu sais, elle qui fait les peintures et tout, là. Je Incroyable. sais plus comment elle s'appelle, mais elle a l'air d'avoir quand même pas mal de talent, parce que j'ai regardé, tu vois, ce qu'elle faisait et tout, et franchement, c'était cool. Je suis grave d'accord. Je suis grave d'accord. Et du coup, Ouais. toi? Moi, je dirais forcément ceux qui ont fait leur stage chez nous, genre Caro et Martin, je pense. Ok. Très fort. Moi, je trouve qu'ils se débrouillent très très bien pour. Et ils sont très, genre, comment dire? Ils sont très jeunes et franchement, voir des jeunes comme ça qui se lancent dans la mode, c'est beau, tu vois. C'est cute. C'est un talent. On a oublié Laurie aussi. Laurie, Laurie, c'est vrai que mais elle est pas. Est-ce qu'on Ouais. peut considérer qu'elle est. Bah, elle est en pause, mais elle a fait la fondation, ouais. Ouais, c'est sûr. Bah, Laurie aussi, alors. Ok. Et pour vous, c'est qui le plus ou la plus débrouillarde, genre? Tous les talents qu'on connaît. Ouais, je sais pas, moi, peut-être, je dirais peut-être Martin, moi. Moi aussi. Déjà. Hyper débrouillard. Ouais, tu sais, genre, quand même, tu vois, il se donne les moyens d'y arriver et par n'importe quelle manière que ça puisse, enfin, par quel truc ça puisse passer, on dirait il arrivera toujours à retomber un peu sur ses pattes, tu vois. De ouf. Donc, il y a un truc comme ça, ouais. Je suis grave d'accord. Franchement, c'est fou. Mais en vrai, ils sont tous très bons et ils sont tous très bons Moi, j'adore. de leur, enfin, à leur manière et à part ceux dont faut pas dire le nom. Mais ouais. Ah oui, d'accord, OK. Ouais, non, j'ai compris. Mais après ça, je sais pas si c'est la fondation, mais c'est plus du Ouais. côté production, donc c'est autre chose. Moi, je trouve ça ouf parce qu'en vrai, avec la fondation, c'est hyper intéressant de travailler chaque projet et je trouve ça hyper stimulant de me dire que bah on aide ces gens-là, tu vois, que c'est un projet quand même de base qui est très fédérateur. Et moi, on revient à l'histoire de l'école et tout. J'ai jamais été soutenue quand je disais que je voulais créer ma marque depuis que je suis jeune, etc. J'ai toujours eu ce truc de bah non, ça coûtera trop cher. Enfin, on m'a toujours mis ces bâtons dans les roues, tu vois. Et en fait, je pense qu'on peut clôturer aussi ce podcast en disant que bah au final, faut toujours faire confiance en son instinct, bien s'entourer et surtout, bah, si vous voulez créer si vous voulez créer votre marque de vêtements, rejoindre la Fondation de la mode parce qu'on est là pour vous écouter. On est là aussi pour prendre revanche à toute cette éducation qui est à refaire en vrai en France. Et on est là pour vous écouter et pour vous donner ce premier pas pour vous lancer dans cette aventure qui est dure mais qui est trop trop belle puisque en vrai, je pense que ça en vaut la peine, en réalité. Est-ce que tu veux juste leur dire comment ça se passe à peu près? Bon, on le dira peut-être pas à chaque fois, mais comment ça se passe pour genre juste nous contacter ou quoi? Mmh. Comment ça pourrait. Bah, exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est que, bah, que vous pouvez nous retrouver sur, nos réseaux. Donc sur Instagram, ça s'appelle Fondation de la mode. Il y a un lien en bio si vous voulez directement passer via Instagram. Vous pouvez nous envoyer un petit DM aussi sur Insta. Vous pouvez voir aussi les travaux, tout ce qu'on a déjà fait avec la fondation et sinon, bah, on a un site internet Un formulaire. avec un formulaire qu'il suffit de remplir
et on vous contactera, via votre numéro par mail, directement après ça Ouais. et le Normalement, ce qui se site, ça passe, s'appelle comment? c'est fondationdelaMode.com. .com. Et juste, ce qui se passe, c'est que en vrai, si juste, ouais, il y a juste à remplir le formulaire et en gros, on vous contactera, on prendra rendez-vous avec vous directement et on se fera un petit rendez-vous de 30 minutes pour discuter de votre projet et voir de quelle manière on pourra vous accompagner, et cetera. Et tout ça, voilà, c'est rapide et Ouais, 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 je crois qu'il y a même pas une dizaine de questions, je pense. Mais ouais, franchement, il était cool ce podcast. Grave. Et j'espère que la prochaine fois, on pourra faire peut-être Tôt. peut-être un peu plus tôt, ouais, histoire que la lumière se couche pas. C'est Mais ça. en tout cas, en vrai, c'était un C'est plaisir, hein. régal. Ça. Franchement, c'était trop Tu fais le cool. clap de fin? Allez, c'est parti.